Bonjour Philippe Brunella, on se retrouve au sein de l'entrée de ce musée de la Cour d'Or. Bonjour, bonjour chers amis. On est dans l'espace d'accueil du musée, en effet, un espace d'accueil qui fut une chapelle, la chapelle du couvent des Petits Carmes, qui a été inaugurée en 1675, une chapelle transformée peu après la Révolution française en 1818 en bibliothèque municipale, et depuis 2018 c'est le nouvel espace d'accueil du musée. Alors vous le voyez autour de nous, on a les voûtes, le plan général de la chapelle qui est conservé. On a également conservé les étagères de l'ancienne bibliothèque municipale et l'écriture contemporaine avec le noir, généralement utilisé pour tout ce qui est contemporain, fait qu'on vous accueille ici, qu'il y a une librairie-boutique, qu'il y a une cafétéria qui va réouvrir dès que les conditions sanitaires le permettront, ainsi qu'une petite salle d'exposition juste derrière moi, avant de vous offrir la possibilité, et c'est ce que nous allons faire ensemble, de parcourir quelques-unes des salles du musée de la Cour d'Or. D'accord. Avant de commencer cette visite, on m'a déjà parlé de vous dans différents lieux, en particulier le château de Malbrouck avec son exposition, Pompidou avec une autre exposition. Vous êtes partout. Alors, le musée de la Cour d'Or a cette extraordinaire chance de disposer de beaucoup de collections qui couvrent des champs extrêmement divers, variés et de chronologie très longue, depuis la préhistoire pratiquement jusqu'à hier ou avant-hier. C'est ainsi qu'en effet, au château de Malbrouck, à Manderen, pour l'exposition Astérix organisée par le département de la Moselle, nous avons prêté quelques pièces, dont un grand chaudron de l'époque celtique, mais aussi un buste. Vous le verrez en découvrant les multiples salles de l'exposition. Et puis pour l'exposition organisée par le Centre Pompidou-Metz et sa directrice Chiara Parisi, nous avons prêté pour l'exposition Archimboldo, vous savez, ce peintre qui avait l'habitude d'utiliser des fruits pour recomposer des visages, etc. Nous avons prêté des panneaux du plafond peint au bestiaire du XIIIe siècle qui figurent, ces plafonds peints, des êtres fantastiques, des êtres hybrides, des êtres absolument merveilleux. Je vous ai emmené dans le sous-sol du musée. Je vous emmène dans l'aile dite François de Curel. Pourquoi ? Tout simplement parce que la fille de cet académicien français né à Metz, auteur dramatique, a donné une somme considérable, 270 000 francs en 1932, pour agrandir le musée. Et lorsque les travaux débutent dans les années 30, sont mis au jour ces murs, ces vestiges qui s'avèrent très rapidement appartenir à un ensemble thermal de l'époque gallo-romaine. Vous êtes ici dans un espace où l'on voit ce qu'étaient ces thermes, ces lieux où l'on venait se laver à l'époque romaine dans la capitale de la ville romaine de Metz, Divodurum Mediomatricorum. Alors non, il n'y a pas de source d'eau chaude et ce sont des termes qui sont des termes où l'on vient se laver et pas prendre les eaux ou se soigner. D'accord ? Et cet ensemble thermal se situe là où nous nous trouvons, au point le plus élevé de la ville antique de Metz. Alors non, ils ne sont pas fous ces Romains, contrairement à ce que dit Astérix qu'on évoquait tout à l'heure. Ils ne sont pas fous, mais ils amenaient l'eau au moyen d'un aqueduc entre Gorze et Metz, aqueduc qui franchit la Moselle entre Ars-sur-Moselle et Jouy-aux-Arches avec un pont aqueduc sur 1125 mètres de longueur. Ils amenaient l'eau jusqu'au point le plus élevé de la ville, là où nous nous trouvons. Cette eau permettait d'alimenter les thermes et après des canalisations emmenaient cette eau vers des fontaines publiques qui se trouvaient réparties sur tout le territoire. Et donc nous avons la chance, au musée de la Cour d'Or de Metz Métropole, de disposer de vestiges antiques de cet ensemble thermal, un des grands moments de la vie romaine et qui montre à quel point la ville gauloise devient progressivement, puis définitivement, une véritable ville romaine, à l'époque romaine.
Nous sommes dans une salle qui évoque la vie quotidienne et nous avons la chance au musée de la Cour d'Or de disposer de ces stèles funéraires. Ce sont des blocs sculptés qui représentent des personnages et très souvent des scènes de la vie quotidienne. Cela ornait les tombes des Romains à l'époque de splendeur de la ville. Alors par exemple là devant nous, on a une stèle qui présente deux personnages face à face devant un petit coffre. Entre les deux, on a quelque chose, et en fait, ce quelque chose, c'est une représentation de l'étal d'un bijoutier. Vous avez ici des bracelets, vous avez là des colliers, et là, sans doute, des gemmes ou des bagues qui sont présentées. Le vendeur est à gauche, il désigne quelque chose, et peut-être a-t-on à droite l'acheteur qui, vous le voyez, dans sa main, tend une pièce de monnaie. On a la chance, avec cette autre stèle, beaucoup plus lisible, avec ici des scieurs de bois, ou encore ici une femme qui puise dans un tonneau un liquide, de la bière, peut-être du vin, qu'elle verse délicatement dans un tonnelet. On a la chance, avec ces stèles, d'avoir des images, d'avoir des scènes de la vie de ceux qui nous ont précédés sur ce territoire, des Gallo-Romains qui habitaient Metz. Là, je voudrais vous faire découvrir une pièce emblématique du territoire. Le musée de la Cour d'Or, le musée de Metz, ne conserve pas que des collections de Metz. Cette colonne qui est devant nous provient de Merten, une trentaine de kilomètres de Metz, pas très loin de Bouzonville. Cette colonne, les Messins la connaissent, puisqu'une copie se trouve à l'entrée de la rue Serpenoise, près de la place des Républiques. Sur le socle quadrangulaire que vous avez là, aux 4 divinités, se trouvait cet élément octogonal, la colonne elle-même avec son fût lisse, surmonté, on le voit là, d'un chapiteau avec 4 têtes. Ces têtes figurent les 4 vents, aujourd'hui on dirait les 4 points cardinaux. Et au-dessus se trouve un cavalier qui a un cheval qui terrasse un être à la mine un peu patibulaire. Il s'agit d'une colonne, on appelle ça la colonne de Merten, ou la colonne au cavalier alanguipède. Alors alanguipède, anguipède, ça a donné anguille. En fait, le personnage que le cheval terrasse a des jambes qui se terminent en queue de poisson. Et le cavalier lui-même, eh bien, ça n'est autre que Jupiter, la divinité qui domine les éléments et qui là terrasse le barbare étranger très lointain. Cela montre la puissance de Rome et c'est une colonne élevée à la gloire de l'empereur et des légions romaines qui protégeaient l'empire de ces barbares très lointains, tellement mystérieux que finalement certains avaient même des jambes en forme de queue de poisson. Chers amis, en mai 1895, sur les bords de la Sarre à Sarrebourg, lors de la construction d'une caserne d'un régiment de Uhlans de l'Empire allemand, l'inspecteur général des constructions de l'armée voit sur les tas de déblais des éléments sculptés. Il comprend qu'il a affaire à quelque chose d'assez extraordinaire, il fait des fouilles, et le résultat, c'est la découverte de ce relief dédié à une divinité orientale, originaire de la Perse, l'actuel Iran, c'est Mitra. La divinité en partie centrale, elle est coiffée d'un bonnet phrygien, sa cape vole au vent, et dans un élan, elle rattrape la divinité, un taureau, qu'elle sacrifie. On est devant un merveilleux autel, un merveilleux relief dédié à une divinité d'origine étrangère, Mitra.
Et vous le voyez, le musée de la Cour d'Or recueille des œuvres provenant de tout le territoire de la Moselle. Cette œuvre romaine, qui a été détruite à la fin du IIIe ou au IVe siècle, très vraisemblablement, témoigne de l'influence de ces cultes extrêmement lointains qui pénètrent jusque dans nos territoires. Cette salle suivante du parcours antique au musée de la Cour d'Or de Metz Métropole nous présente une mosaïque. Bon, cette mosaïque figure des personnages, pas mal. Cette mosaïque a été découverte à Metz, à peu près à mi-chemin entre là où nous nous trouvons et le centre Pompidou. Mais pourquoi je parle du centre Pompidou? Parce que sous le parvis du centre Pompidou se trouvait le grand amphithéâtre de Metz, d'une capacité de 25 à 30 000 places. Et dans cet amphithéâtre avaient lieu les jeux de l'amphithéâtre, dont les combats de gladiateurs. Et sur cette mosaïque, vous voyez des gladiateurs, ici un rétiaire avec son petit glaive, ici son filet, et on a même le nom de ce gladiateur, Sénilianus. Sans doute, un des riches propriétaires messins a-t-il fait réaliser cette mosaïque avec le nom de Sénilianus parce qu'il a financé ces combats de gladiateurs dans l'amphithéâtre de Metz et il a voulu en garder la mémoire. Sénilianus devait être un des grands gladiateurs très connus et ça a dû coûter une fortune à ce propriétaire, à cet aristocrate en quelque sorte messin, pour le faire venir combattre dans les arènes de Metz. Le confinement depuis octobre 2020 jusqu'à notre réouverture ce 20 mai a été un peu compliqué, mais nous l'avons mis à profit. Nous l'avons mis à profit pour travailler sur les collections en réserve, pour les classer, les ranger, en vérifier l'état sanitaire, les étudier dans certains cas. Et puis nous l'avons mis à profit ce temps pour travailler dans le parcours permanent. Tous ces espaces, chers amis, que vous visitez, nous n'avons que le mardi pour intervenir dedans, pour changer les ampoules, pour modifier la présentation, pour donner un coup de peinture. Et bien là, nous avons plusieurs mois que l'on a mis à profit pour améliorer l'éclairage de façon générale. Nous avons posé plus de 500 cartels, c'est-à-dire ces petites étiquettes que j'espère lisibles et traduits en allemand et en anglais, des panneaux d'information afin de vous permettre de mieux appréhender les collections qui sont présentées. Donc plusieurs mois de fermeture, mais plusieurs mois de travail pour les équipes du musée sur les collections et dans le parcours de visite. Ça a été très important d'accueillir le premier visiteur ce mercredi matin à l'ouverture, tout simplement parce que, vous savez, le regard pétillant, le sourire derrière le masque de ces visiteurs, eh bien c'est notre récompense, c'est la récompense de toutes les équipes du musée par rapport au travail qui a été fourni pour faire en sorte que l'émotion soit au rendez-vous lors des visites. Les tarifs sont renouvelés puisqu'ils sont gratuits. L'entrée du musée, l'accès au musée est totalement gratuit pour tout le monde. Seules quelques visites guidées sont payantes, mais l'accès est gratuit. Chers amis, ce que je vous invite à envisager, c'est de revenir visiter votre musée, le musée de la Cour d'Or de Metz Métropole. Et si vous n'avez pas fini, parce que c'est long, c'est grand, c'est 46 salles, c'est presque 6000 mètres carrés ouverts, si vous n'avez pas fini, ne vous en faites pas, vous revenez quand vous voulez, une demi-heure, 1 heure, 3 heures, 10 ans comme moi, aussi longtemps que vous le souhaitez, vous pouvez revenir et aussi souvent que vous le souhaitez dans votre musée. Venez comme vous êtes au musée de la Cour d'Or, il n'y a pas de prise de rendez-vous, pas de besoin de réservation. La jauge qui nous est imposée par la pandémie fait que l'on absorbe plus de 350 visiteurs en simultané sans aucune difficulté et dans quelques temps on sera à 1200 en simultané. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de problème. Sur un espace aussi vaste, on appelle ça un lieu culturel circulant, on n'est pas statique et donc il n'y a pas de souci. Venez avec votre masque, avec votre sourire, avec votre envie de vivre des émotions tout simplement.
On est dans un vaste bâtiment qu'on appelle le grenier de Chèvremont. Ce très vaste bâtiment a été construit au milieu du XVe siècle et il servait dans les étages au-dessus de nous et dans des étages avec ces poutres extrêmement fortes et puissantes qui tenaient le plancher des 4 niveaux au-dessus de ma tête. Eh bien, il servait à conserver les céréales de la ville, le blé, l'orge, etc. Ce grenier avait vocation à conserver ces céréales, avec d'autres greniers mais beaucoup plus petits, avait vocation à conserver ces céréales tout simplement pour faire face à un éventuel siège de la ville. Nous étions une république indépendante et des jalousies étaient fortes. Notre voisin, le duc de Lorraine, a à plusieurs reprises tenté de prendre la ville. En 1552, en 1552, c'est Charles Quint, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, qui veut reprendre la ville alors que les Français commencent à s'installer à Metz. Le roi de France, Henri II, était passé. Et puis, ces réserves étaient très importantes. On a du mal à l'imaginer aujourd'hui. Très importantes pour faire face aux disettes, à ces pénuries. Lorsque les récoltes étaient mauvaises, 1 année, 2 années, 3 années de suite parfois, il fallait avoir des réserves dans lesquelles on pouvait puiser, notamment pour nourrir la population et éviter que le prix du pain ne s'envole et ne génère des troubles à l'ordre public, dirait-on aujourd'hui. Des troubles tout simplement, mettant en péril le système de gouvernance de la ville entre les mains de certaines grandes familles messines. Donc un grenier frumentaire qui serve à conserver les céréales et qui permettait à cette ville de résister au siège, de résister aux récoltes mauvaises et asseyer ainsi le pouvoir, la puissance de la République messine. Encore un lieu du musée, encore un espace assez extraordinaire avec là des médaillons qui présentent un bestiaire médiéval fantastique. Nous sommes au XIIIe siècle. Ces médaillons ont été retrouvés dans la maison d'un chanoine de la cathédrale de Metz à Metz. Et ces médaillons qui sont conservés ici nous présentent des êtres un peu fantastiques et imaginaires. Alors, juste au-dessus de moi, petite anecdote, on voit là 3 médaillons noirs et blancs. C'est une reproduction, tout simplement parce que pendant quelque temps, ces médaillons sont au Centre Pompidou-Metz dans le cadre de l'exposition Archimboldo. Et ces médaillons vont revenir au musée de la Cour d'Or après l'exposition du Centre Pompidou-Metz, mais il était bien normal que l'on participe à cette expo. Alors, je reviens à notre plafond. Ce plafond, il a été peint au milieu du XIIIe siècle. Et ce plafond, il illustre cet imaginaire médiéval, avec des êtres fantastiques, des êtres composites, pour beaucoup d'entre eux des corps de poissons, lavant d'autres animaux, cerfs, loups, etc., etc. On n'arrive pas encore, et sans doute n'arrivera-t-on jamais, à percer tous les mystères de ce plafond et à comprendre véritablement la signification de ces médaillons, pourquoi ils sont présentés dans tel ou tel ordre. Voilà. Une partie de l'histoire nous échappe, mais nous conservons, pour les générations futures, cet extraordinaire témoignage de la vie au XIIIe siècle à Metz. On a changé d'époque, on a avancé un petit peu dans le temps, on est au XIVe siècle, et en ce XIVe siècle, au cœur de la ville, entre la rue Serpenoise et la rue des Clercs, à l'emplacement des anciens locaux du Républicain lorrain, a été mis au jour sous un faux plafond, ce plafond dont les poutres sont décorées d'un décor héraldique, c'est-à-dire les armoiries de grandes familles, roi de France, empereur du Saint-Empire romain germanique, ici pape, mais aussi duché de Lorraine, duché de Bar, duché de Luxembourg, etc., etc. Vous êtes là, dans la salle d'apparat de l'une des grandes familles messines, une grande famille commerçante, qui recevait ses clients, qui recevait beaucoup de monde dans cet espace, et par la présence de ces décors héraldiques, de ces blasons de grandes familles, ces messins faisaient comprendre à leurs hôtes qu'ils étaient insérés, qu'ils étaient totalement compris dans un vaste réseau de hautes personnalités de ce XIVe siècle, un âge d'or pour la ville de Metz.
On arrive dans une succession de salles consacrées aux beaux-arts qui font la part belle à la peinture. Et là, nous nous trouvons devant un tableau attribué à François Delangre. On est au XVIIe siècle et c'est la première vue Google Maps de Metz. Regardez, on a l'impression d'une vue aérienne de Metz. On reconnaît les rues, on reconnaît la cathédrale, on reconnaît là sur la gauche la citadelle construite par les Français au début du XVIIe siècle. On reconnaît même la porte des Allemands dans sa configuration un peu plus ancienne. Ce tableau a été ensuite inspirant pour réaliser des gravures de ce véritable plan de la ville de Metz. Et puis regardez juste à côté, là, un tout petit peu plus loin. Là, on a une vue de Metz aussi, un peu étrange. Le mont Saint-Quentin est beaucoup plus haut que la normale. Il s'agit d'une représentation de Metz réalisée par François Denomé, aussi appelé Montsou Desiderio avec son compère Didier Barra. Ce sont deux Messins qui sont partis en Italie, qui se sont retirés, ou plutôt qui ont travaillé à Naples, dans le royaume de Naples. Et François Denomé a réalisé cette vue de la Jérusalem céleste, avec la mise au tombeau, qui est cette scène-là sur l'angle gauche du tableau. Mais en fait, c'est une représentation de Metz que l'on a là, avec la porte des Allemands dans son ancienne configuration, la cathédrale, les bras de la Moselle et la citadelle de Metz. Donc François Denomé, messin, parti assez jeune jusqu'à Naples, a gardé la mémoire de sa ville et il en a fait la Jérusalem céleste. Cet espace est consacré aux Beaux-Arts au XIXe siècle. Un temps extraordinaire, notamment pour Metz, puisque au XIXe siècle, une véritable école, l'école dite de Metz, voit le jour. Et cette école de Metz propose à ces artistes, sculpteurs, peintres, maîtres du vitrail, de s'exprimer pleinement. Ces artistes messins sont en relation avec des artistes, je dirais, nationaux, ou plus généralement français au sens large. Et c'est la raison pour laquelle nous avons deux œuvres d'Eugène Delacroix. Eugène Delacroix a entretenu des relations suivies avec les artistes messins. Et cette montée au calvaire qui présente la souffrance du Christ montant au calvaire, portant sa croix, est une œuvre arrivée au musée, tout simplement parce que les artistes messins n'étaient pas cantonnés à leur territoire ou à une espèce d'entre-soi, ils étaient au contraire ouverts sur le monde artistique au sens le plus large. Cet espace consacré à l'école, dite école de Metz, de peinture, de maître du vitrail et de sculpture, présente une petite partie des grands tableaux réalisés par Auguste Migette au XIXe siècle sur l'histoire de la ville. Eh bien, ce tableau ici, il a été peint par Migette et il représente la procession de Saint-Marc. Malheureusement, pendant la Seconde Guerre mondiale, le tableau a été fortement dégradé. Nous avons une photographie du tableau avant la guerre, et puis à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Et vous voyez qu'il y a de grandes lacunes. La peinture s'est transformée là en poussière. Ce tableau a été restauré. Il a été restauré au centre de restauration des musées de France à Versailles. Et toute la partie manquante a été repeinte, mais avec une technique différente de l'original, pour que l'on voit bien la différence entre la main de Migette et la main du restaurateur. Pour l'anecdote, chers amis, deux anecdotes, chers amis. Première anecdote, pour restituer les couleurs de ces vêtements, nos amis des musées de France ont analysé l'image noir et blanc, mesuré la densité de gris, comparé cette densité de gris à la densité de gris des couleurs connues du tableau pour choisir les couleurs. La deuxième anecdote, ce tableau revient à Metz. Il est accroché dans cette salle. 2 semaines, je dis bien 2 semaines après son arrivée, nous recevons un message d'une salle des ventes. Et cette salle des ventes nous signale la vente d'un tableau intitulé « Vue de la cathédrale de Metz ». Je clique sur le lien et je vois apparaître à l'écran ce tableau, enfin presque ce tableau. Il est de plus petite dimension, les détails sont moins fournis. Et en fait, ce tableau, c'est une esquisse
d'Auguste Migette. C'est un travail préparatoire avant de réaliser le tableau en grand format. Et alors on a acheté ce tableau en vente publique, il va être présenté prochainement, il est actuellement en restauration parce que le vernis s'est fort assombri. C'est le seul tableau pour lequel on a une esquisse de la main de l'artiste, et cette esquisse va très rapidement intégrer les simèses, c'est-à-dire les murs du musée, et vous allez pouvoir mesurer le travail préparatoire et la réalisation de ce grand artiste de l'école dite École de Metz. Vous êtes devant la librairie boutique du musée. Vous savez, il est toujours intéressant de pouvoir repartir chez soi avec quelques souvenirs. Alors attention, hein, quelques souvenirs, c'est pas des œuvres du musée elles-mêmes. Nous sommes très vigilants et nous conservons ces œuvres. Non, je vous taquine un petit peu. Ce que je vous propose dans cette librairie boutique, c'est quelques reproductions d'œuvres du musée et puis surtout quelques ouvrages, livres très richement illustrés qui vous permettront d'approfondir votre visite, d'emmener un petit bout du musée virtuellement jusque chez vous et puis de lire avec délectation tout un tas d'informations, beaucoup de choses qui vous permettront de rentrer au cœur de l'histoire du territoire de la Moselle, du territoire de Metz, au cœur de ces millénaires d'histoire qui nous ont finalement façonnés et qui font qu'on est aujourd'hui ce que nous sommes. À bientôt, Philippe. À très bientôt au musée de la Cour d'Or de Metz Métropole.